Yosh, bienvenue sur Mangacorp. Aujourd'hui, je vous parle d'un webtoon français qui mérite toute votre attention. A l'origine, Samurai Wai est une bande dessinée créée en 2012 par Jocelyn et Bokibé. Et ce webtoon est un reboot de celle-ci, totalement réécrit. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'interviewer l'auteur de cette série, Jocelyn. Ça arrive dans quelques minutes. Avant ça, je vais vous parler de mon ressenti et vous expliquer comment j'ai découvert cette série. Ce truc gâche mon décor. Je veux bien que ça soit naturel, mais c'est pas très beau, hein. C'est mieux. Il y a quelques temps, Jocelyn nous a contactés par mail pour nous présenter un petit peu son projet, histoire qu'on puisse jeter un coup d'œil. Et c'est pas nouveau, on reçoit de plus en plus de ce genre de mails, et c'est d'ailleurs ce que je préfère. Ça permet de découvrir de nouvelles séries et de mettre en lumière des auteurs français. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Mais avant de vous parler de mon ressenti, je vais vous parler un peu de l'histoire. Ce webtoon nous emmène dans un univers où la plupart des animaux sont anthropomorphes, donc ont une apparence humaine. Waouh, attends, c'est du Fury? Non. Il met en scène Mamala, une jeune fille membre d'une tribu requin. Celle-ci décide de partir de la tribu pour rentrer dans une école supérieure d'archéomagie. On arrive donc à Archéon avec Mamala, la seule ville au monde où toutes les communautés se côtoient. Et encore une fois, on est face à une mécanique qui a fait ses preuves. La protagoniste ne connaît que sa tribu, ou presque. Et le lecteur découvre à ses côtés le monde extérieur. Et c'est d'ailleurs ce monde qui m'a étonné lors de ma première lecture. En effet, en me renseignant, j'ai appris que Jocelyn, c'était pas un débutant. Ça fait des années qu'il fait des bandes dessinées. Ça fait des années qu'il est sur cet univers qu'il appelle l'Akogé, et ça se voit, c'est hyper facile de s'immerger dans l'œuvre et l'univers reste hyper cohérent. Mamala, quant à elle, a un caractère qui est très populaire ces temps-ci. Elle est forte, déterminée, ne se laisse pas faire et je pourrais même rajouter le terme badass. Et on va pas se le cacher, c'est agréable parce que des webtoons avec des mecs badass, on en a vu, mais des meufs badass, pas beaucoup. Attention, badass ne veut pas dire invincible, je vous rappelle que Jocelyn il a de la bouteille. Quand je dis bouteille, je parle d'expérience, hein, c'est un compliment, d'accord? Tu m'en veux pas, Jocelyn. Ce que je veux dire, c'est que Mamala reste une jeune fille qui ne connaît pas le monde extérieur, qui a juste quelques connaissances théoriques, et voilà, elle va être confrontée à diverses problématiques qui voilà, vont la faire réagir. Elle a beau être stylée, badass, ne pas se laisser faire, ah ben ça reste une jeune fille. Je vais pas vous parler de tous les personnages, mais il y a juste un autre perso qui s'appelle Saburo. Et au début, il m'a pas fait forcément bonne impression, mais au fur et à mesure de son évolution, je le trouve vraiment cool. Il est hyper terre à terre, et des fois, c'est vrai que j'ai quelques réflexions qui le sortent par lui-même. Genre, je crois que c'est dans le chapitre 13, le dernier actuellement, il y a un moment, je me suis fait une réflexion que Saburo a sorti dans la case d'après. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est agréable quand même. Pour finir avec cette présentation et qu'on puisse enchaîner à l'interview, je tiens à vous dire que ce webtoon n'est pas cher. Gratuit. Je vous mets le lien en description, il y a un épisode tous les mardis et on enchaîne avec l'interview. Avant ça, je tenais à vous prévenir que le dernier projet en date auquel participe Jocelyn est en campagne Kickstarter et mérite que vous y jetiez un coup d'œil. C'est une série d'animation mêlant la science-fiction et la fantasy et je suis convaincu que ça vous plaira. Le lien est en description. Bonjour à toi Jocelyn, je suis ravi de t'accueillir de façon numérique, digitale on va dire. Ouais. Voilà. Bah, merci pour ton accueil, ça fait très plaisir. Voilà, et donc tu es l'auteur de Samurai Wai. C'est un webtoon donc, qui est sorti récemment sur la plateforme webtoon de Naver. Oui, voilà. On a commencé la publication il y a à peu près 2 mois. Et du coup, est-ce que tu peux me parler déjà un peu de toi, te présenter, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, voilà. Je m'appelle Jocelyn, je suis scénariste de cœur. J'ai déjà eu un parcours professionnel dans le domaine du divertissement et notamment de la production audiovisuelle et dans la bande dessinée. J'ai été impliqué dans différentes aventures, on va dire. J'ai co-créé une marque de vêtements il y a une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelait Necowear à l'époque. Enfin, j'ai créé cette marque qui faisait pas mal de buzz dans les conventions. À l'époque, j'avais un petit studio sur Paris où on essayait de monter des projets d'anime, entre autres. Je travaillais un peu avec Ankama vers la fin. J'ai arrêté cette entreprise en 2009. Après, j'ai travaillé un peu en production. J'ai rejoint d'autres projets, plus chargé de production ou coordinateur de production. Enfin, c'est des métiers très spécifiques dans notre domaine, dans l'animation, donc l'animation dessin animé, production de dessin animé, je précise, 2D, 3D, etc. En parallèle, j'ai commencé à écrire des bandes dessinées, en tant que scénariste, sachant que vivre que de la BD, ce n'est pas possible, sauf pour
une infime partie d'entre nous, des auteurs. Donc en général, et bah surtout quand tu es scénariste, pas la 5e roue du carrosse, mais pas loin. J'ai cumulé ces casquettes pendant quelques années. En 2013, je suis parti m'installer en Inde. J'ai vécu là-bas jusqu'à très récemment, puisque je suis rentré en janvier cette année. En Inde, j'ai co-créé un studio avec des investisseurs locaux où on faisait de la bande dessinée, on produisait de la bande dessinée et on faisait du dessin animé. Donc j'ai travaillé avec des artistes indiens. J'avais une équipe, on est monté jusqu'à 25 personnes dans l'équipe. Et on a fait, on a produit notamment la série Frigiel chez Soleil, que tu connais peut-être. Ça ne me dit rien, là tout de Donc suite. Frigiel, c'est un youtubeur. Je connais le nom Et donc avec mon studio, on a été retenu pour faire la BD. Donc on a fait 8 tomes. 8 tomes de la BD. Ça a été un gros succès, il me semble. Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi ton travail actuellement sur la BD? Moi, mon travail à ce moment-là, c'était directeur créatif et directeur artistique de la section bande dessinée pré-production de notre entreprise. Donc je travaille avec une équipe. On a commencé avec 4 personnes, on est monté jusqu'à 25. Et puis après, l'entreprise s'est diversifiée en animation, domaine sur lequel j'étais moins impliqué. Et c'était plus du travail de production. Il n'y avait pas vraiment de création. Et moi, j'avais toujours ce désir de revenir à la création, quelque chose qui m'a toujours animé. Il y a eu une opportunité pour terminer cette aventure, tourner la page sur cette aventure et tenter je sais pas, saison 4 ou saison 5 de ma vie, sur la création, justement. Et donc, on est début février, non, fin janvier à Paris. Je rentre à Paris, je retrouve Boki, que je connaissais depuis pas mal d'années. Parce que oui, à l'époque où j'avais où j'avais ce parcours d'auteur de BD, j'ai rencontré Boki à cette époque-là. C'était en 2008, je crois. J'ai dû le rencontrer en 2008. 2 ans plus tard, on a pitché, je sais plus exactement, mais ouais, c'est à peu près il y a une dizaine d'années. On a sorti le premier tome d'une BD qui s'appelait Samurai déjà à l'époque. C'était en 2012 d'ailleurs. 2012, d'accord. Donc on a dû rencontrer l'éditeur en 2010. Ça a pris à peu près 2 ans. Donc à l'époque, on a collaboré pour la première fois ensemble en créant cet univers. Donc, moi, c'était un univers sur lequel je réfléchissais depuis pas mal de temps. En gros, j'avais une image d'un samouraï surfeur en chemise hawaïenne, donc samouraï Hawaï, samouraï Hawaï. Et voilà, on est parti d'un concept, mais bon, une fois que tu as un concept, donc des persos qui se bastonnent avec des planches de surf épais, tu vois. Après, il faut essayer de raconter une histoire quand même. Il y a eu tout un cheminement où j'essayais de rencontrer des auteurs, mais alors que j'avais pas d'histoire, donc ça fonctionnait pas. Parce que tu peux, si tu as un concept, bah ouais, tu peux avoir des idées visuelles, tu vois, mais s'il y a rien à raconter, on va nulle part. Et donc on est avec Boki, là, on s'est vraiment frotté à tiens, on va faire cette BD et si on racontait quelque chose. Et la BD n'a pas fonctionné. On a sorti 2 tomes, on a sorti aussi une préquelle en quelque sorte qui s'appelle Néron. Il y a eu un seul tome, avec un autre auteur, un pote aussi qui s'appelle Nicolas Sauge, qui est extrêmement talentueux, et qui a adoré l'univers visuel qu'on avait mis en place avec Boki, et lui se l'est approprié à sa manière, donc on a fait pas mal de dessins, enfin on a fait un tome complet aussi, qui lui racontait l'histoire de personnages 50, 60 ans avant Samurai. Et donc pour la petite anecdote, un des personnages de Samurai qui s'appelle Gustavo, Maître Gustavo, bah on le voit tout gamin dans Néron. Ah, ça s'appelait Gus. Et donc cette trame narrative et temporelle existe toujours, moi, dans l'univers global de Samurai, qui s'appelle Lakoge d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais ça s'appelle Lakoge. Et donc dans cet univers, j'ai plusieurs trames narratives avec des histoires qui se recoupent. Il y a des personnages, Gus et la mamie de Mamala, en fait, ils étaient amis d'enfance et ils ont leur propre histoire, il leur est arrivé des trucs, ils ont des potes qu'on va retrouver dans Samurai dans un certain temps.
qu'on va recroiser dans l'histoire. C'est déjà prévu, on a déjà prévu ça avec Bucky. Donc voilà, comme ça fait à peu près quinzaine d'années que j'écris, je gratte le papier là-dessus, pas à plein temps, mais parfois j'avais des périodes pendant 2-3 semaines d'affilée. Je me faisais des timelines sur Excel. Ah ouais, c'est quand même bien peaufiné. Des chronologies, voilà, des développements, beaucoup de recherches aussi pour essayer de nourrir cet univers et savoir ce que j'ai envie de raconter aussi avec cet univers. Au début, tu as des intentions, mais t'as pas vraiment une compréhension de ce que tu veux faire. Enfin, quand tu commences à travailler. Enfin, après, c'est mon expérience, chacun son expérience. Moi, mon expérience, c'est que j'avais beaucoup d'envie, mais sans vraiment comprendre là où je voulais en venir. Et il y a eu un espèce de déclic, je pense, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. Enfin, il y a même presque 2 ans. J'avais vraiment envie de reprendre l'écriture. Bosser en production, c'était quelque chose de fatigant mentalement. Et raconter des histoires par l'écriture, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc j'ai pris une masterclass d'un auteur qui s'appelle R.L. Stein pour déjà essayer de comprendre où j'en étais moi par rapport à l'écriture. Donc cet auteur de romans jeunesse, en fait, lui il a des collections de romans horreur pour les enfants. D'accord. Ah ouais, horreur pour les enfants. Ouais. Et le mec est génial, et la masterclass est géniale, j'ai beaucoup appris. Et suite à ça, je me suis mis à mettre en pratique quand je pouvais, donc en parallèle de mon boulot. Et j'ai commencé à écrire en anglais, justement à reprendre cette histoire Néron que j'avais fait à l'époque. Et tu vois, je me suis remis un peu dans le bain. Et puis voilà, ouais, ça m'a permis de me remettre un petit peu dans cette dynamique d'écriture. Et avec une meilleure compréhension en fait de ce que je voulais faire. Et donc quand je suis rentré en France en janvier, début janvier, je crois une ou 2 semaines après, j'ai rencontré Bucky. On a été boire un café. On était toujours en contact, mais on s'était pas vu depuis 2 ans, je crois. La dernière fois que je l'avais vu, c'était 2 ans. Et bon, on se donne des nouvelles, etc. Et puis on se dit au revoir. Il dit tiens, au fait, j'ai vu que Webtoon recherchait des auteurs français. Je vais essayer de les contacter. Ça te dit que je pitch Samouraï Hawaii? Il me dit bah ouais, carrément, vas-y. C'est cool de finir ce qu'on a commencé, quoi. Et je dis bah écoute, ouais, mais bon, par contre, il faut qu'on fasse une vraie histoire. Oh, pardon. Par contre, il faut qu'on fasse une vraie histoire. Et donc, on a fait une session en fait de travail avant que je contacte Webtoon. On s'est vu une après-midi dans un café et moi, j'avais gratté un peu le papier pour essayer de voir comment ce que je voulais raconter à l'époque, comment je le raconterais aujourd'hui avec donc l'expérience que j'avais accumulée depuis. Et puis, bah, assez naturellement, c'est focaliser l'histoire autour de Nanala. C'est quelque chose qui est devenu assez naturel en fait. Et tout a découlé. Quand je l'ai présenté à Bucky, lui tout de suite il avait des images en tête, il visualisait des scènes. On était en phase quoi sur ce reboot, ce qu'on voulait faire à l'époque. Du coup, c'est ce qu'on a pitché à Webtoon une première fois. C'était juste après Angoulême. Et il y avait encore l'équipe de Corée, l'équipe de Corée. L'équipe coréenne était présente, ils étaient venus pour le Festival international d'Angoulême. Pas beaucoup d'auteurs français qui connaissent, surtout ma génération, nous on est un peu les vieux. Il y en a encore qui sont plus âgés évidemment, mais peut-être la génération qui a 20-25 ans, qui commence tout juste, eux vont connaître le webtoon, mais à partir de 30 et plus, tu vois, t'en entends parler, mais tu connais pas trop, enfin, à part quelques exceptions. Et donc, ils avaient besoin de communiquer et de montrer qu'ils existaient, je pense. Enfin, du coup, moi, ça m'a permis de rencontrer l'équipe coréenne. Je leur ai pitché Samouraï et après la réponse classique, envoyer un épisode complet, 2 épisodes en storyboard et un pitch
Enfin, j'avais déjà fait un petit document pitch pour expliquer le synopsis, l'univers, les personnages, etc. Enfin, vraiment le de base, quoi. Alors, dès le départ, ils nous ont dit c'est super chouette et tout, mais attention parce que nous, les séries avec des animaux anthropomorphes, c'est pas des animaux, des humanoïdes, genre des requins, des crabes, etc. Mais humanoïdes, c'est pas ce qui marche le plus sur la plateforme. Eux, ce qui marche le plus sur la plateforme, c'est soit de la romance ou des séries avec une esthétique clairement identifiée, manga, manhwa. Et donc ils nous ont dit attention, votre projet là, il n'y a pas d'humain et tout, c'est sympa, mais au début on a un peu discuté. Enfin ils nous ont questionné sur ce point, donc on était même on discutait éventuellement de faire de Mamala une humaine. Ah ouais. Enfin, je leur avais proposé ça en disant voilà nous on avait vraiment envie de raconter l'histoire, et puis on s'est dit bon ça peut être une humaine qui débarque dans une ville où il n'y a pas d'humains. Donc de toute façon le clash est toujours là, quoi. Le clash culturel, puisque l'histoire, c'est un des éléments de l'histoire, moi, qui me tient à cœur, c'est de parler de ce décalage que tu peux avoir parfois quand tu viens d'une culture et que tu arrives dans un environnement qui n'est pas du tout le tien, avec que des tu gens connais pas et tout. Voilà, et puis des gens qui peuvent avoir des clichés sur ce que tu es. Parce que tu appartiens à une communauté qui a fait soi-disant des choses ou qui a vraiment fait des choses, mais ça ne veut pas dire que tous les gens de cette communauté en font partie. Et moi, c'est des sujets qui m'ont toujours interpellé depuis très très longtemps. Et c'est vraiment l'un des cœurs de ce que j'ai envie de raconter. Et du point de vue de tous les personnages, en fait. C'est pas uniquement de l'héroïne, mais c'est vraiment... parce que chaque personnage vient d'une communauté différente, et chaque communauté a un peu son bagage. Ouais. Et donc, chaque personnage doit porter ce bagage, en fait. Et puis, il y a aussi une ambiance, le vivre ensemble des uns et des autres. Et puis, bon, après, derrière, la trame, l'histoire a mis un petit peu d'aventure par-dessus. Donc voilà, c'est des sujets, moi, qui me tiennent à cœur, et ça parle beaucoup à Boki aussi. Et donc lui, voilà, on entend bien sur l'histoire. Et donc ouais, je leur avais fait cette proposition et finalement ils nous ont dit non, mais c'est bon, on va le tenter comme ça, on verra. Donc voilà. D'accord. Elle aurait pu être une humaine. Ouais, après le côté, le fait que ça soit des animaux différents, etc., c'est plus facile d'identifier justement chaque race, chaque bagage, comme tu dis. On sait que voilà, c'est un peu comme dans les œuvres de fantasy où il y a des elfes, des nains, des choses comme ça. Et là, au contraire, ça donne un petit côté. Je dirais que en fait, chacun peut se reconnaître dans n'importe quoi, en fait. Oui. Parce que c'est ça le truc. Et sachant que dans cet univers-là, il y a des humains qui ont une position particulière, qui ont une histoire particulière. Il y a une relation très conflictuelle avec les requins, notamment, et qui ont eu un impact assez important dans l'histoire de ce monde. Et donc, ouais, je pense que j'aime bien l'idée que les lecteurs puissent... Enfin, moi, par exemple, quand je disais des commentaires de lecteurs, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment un des trucs qui nous a fait super plaisir. Dès le premier jour, on a eu des commentaires incroyables de lecteurs immédiats, où ils se reconnaissent dans l'héroïne, ils adorent l'héroïne. Ou alors certains vont être plus sur Saburo, par exemple, un espèce de branleur, mais au grand cœur. Ouais. Et voilà. Forcément, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais, quand tu vois des gens qui lisent ton histoire, qui se l'approprient, qui s'identifient à des personnages, qui essayent de raconter des choses qui ont du sens, quoi. Et qui font écho de la même manière que Boki ou moi, on a été influencés par ce qu'on a lu quand on était plus jeune, et aussi une des raisons pour laquelle on fait ce métier. Ouais, c'est sûr que et je pense que c'est ce qu'on partage avec la plupart des auteurs, parce que
Travailler dans la BD ou le webtoon, c'est pas un métier simple. Et se dire, allez, on le fait, c'est aussi parce que on a cette envie de partager des choses que nous, on a eues étant plus jeunes et qui nous semblent importantes. C'est sûr qu'après, l'avantage du numérique, bon, bah, tu l'as dit, il y a les commentaires. Après, j'avais vu aussi dans ton interview, tu parlais du fait que c'est pour faire les dédicaces ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, à moins que... Après, je sais pas, j'avais vu... Je crois qu'à Séoul, ils font un webtoon festival. Je sais pas si c'est Naver qui s'en occupe. Mais je serais pas surpris... Enfin, en France, on a cette tradition de festival de BD. Je ne serais pas surpris que si vraiment ça devient populaire, il y ait un festival qui Après, voit le pour jour. moi, ça rentre totalement dans la case de la bande dessinée ou même du manga de base. Bah, c'est vrai que c'est un nouveau médium qui est pas trop connu des auteurs en France. Enfin, il y a toute une nouvelle génération de gens qui n'ont pas forcément fait de la BD avant. Et du coup, comme c'est pas très connu des auteurs, bah, c'est pas forcément reconnu des institutions. Donc, par exemple, est-ce qu'un jour on aura le festival d'Angoulême qui va dire le webtoon de l'année, tu vois, un prix webtoon par exemple. Parce que maintenant, ils ont mis du temps à accepter le manga. Mais voilà, ouais. Donc, mais là pour le coup, parce que moi j'ai vu des merveilles. Hein. Il y a là avec Canvas. J'ai quelques potes qui ont participé ou des gens que je connais pas aussi. Et le niveau de narration, de ce qu'ils racontent et tout, c'était sur le coup, quoi. Mais tu sais, le webtoon aussi, ça permet aux jeunes auteurs de se lancer peut-être plus facilement dans le sens où, comme tu dis, tu avais dit aussi dans l'interview que j'avais lu, il y a moins de délai, il y a moins de préparation dans le sens où il n'y a pas d'impression, etc. C'est fou. Tu rentres en contact avec un éditeur, ça peut prendre 2 ans avant de voir ton bouquin dans les. Ouais, ça j'avais été. Si t'as de la chance, si t'as de la chance. Ah, c'est fou ça. À quelques exceptions près, je suis sûr que j'ai des collègues qui bossent super vite, qui ont une force de conviction, même des éditeurs qui veulent aller vite, c'est possible. Mais la règle, c'est que t'as une période de drague, genre t'arrives, tu dis voilà, j'ai un projet cool, machin. Ouais. Alors soit ça plaide tout de suite, ou alors ça doit passer dans des commissions, etc. Ce que je comprends, hein, c'est des grosses boîtes. La plupart des éditeurs, mais même avec un petit éditeur, j'ai eu surtout des expériences avec des petits éditeurs, ça prend du temps parce que derrière, bah, t'as toute une machine, tu vois, tu dois te frotter aux commerciaux du réseau de distrib qui vont faire des placements dans les librairies, donc les librairies doivent prendre donc ça, tu dois planifier ta sortie en fait, au moins 6 mois à l'avance, peut-être plus, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais déjà rien que ça prend du temps. Et toi, de toute façon, pour que tu puisses faire ta BD, ça, surtout au début quand tu connais pas trop, tu perds beaucoup de temps à faire des choses qui servent à rien. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, quoi. Là, je crois qu'il y a des écoles pour apprendre à faire de la BD maintenant. C'est très long. Que tu sois aguerri ou pas, c'est un album, tu le boucles en 8 mois, 8-10 mois. Après, derrière, il va falloir compter encore peut-être 5-6 mois, peut-être 2 mois de correction, faire les BAT, tu as les bons à tirer, je sais pas si tu connais. Pas exactement. Vérifier que les couleurs passent bien l'impression, tu vois, toutes ces choses-là. Ok. Donc on appelle ça le bon à tirer, parce que tu as des prototypes en fait, où ça va être ou les chromalins, où tu vois juste les pages, et donc ça, l'éditeur doit voir avec l'auteur pour vérifier que c'est bien ces couleurs. Alors des fois il y a des problèmes, donc il faut réajuster les fichiers, etc. Tu vois, c'est un process extrêmement long. Et après, une fois que tu es en vente, il n'y a pas forcément, tu vois, c'est pas comme en musique où tu vas avoir un tourneur qui va t'emmener faire des concerts. Là, c'est un peu chacun se débrouille à sa manière. Éventuellement, des festivals vont te repérer ton album. Donc, un mec aime bien ta série, donc il fait partie d'un festival de comics, de BD, et il va vouloir t'inviter. Mais après, c'est des hasards, quoi. Ouais.
Des et opportunités. pour rencontrer les gens et avoir les retours des gens. Alors, ou alors, sinon, tu as déjà une communauté, tu as ça aussi. Donc, les gens vont interagir avec toi en ligne, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas de communauté. Boki, Bah, ça viendra j'ai maintenant avec montré. cette vidéo. Hein? Oui, peut-être, j'en sais rien. Mais, mais c'est pareil, Boki, il a jamais été trop réseaux sociaux, c'est pas son truc. Mm. Il a une page YouTube, je sais pas si tu l'as vu, sa page YouTube, où il a Ah fait non. des vidéos assez rigolotes. Ah, Je t'invite à regarder All in the Box, tu cherches. ça me Il a dit fait quelque plein de chose. vidéos marrantes avec des animations, avec plein de trucs, des espèces de. Il a fait ça à une époque. C'est très marrant. Mais il a eu un petit peu d'audience, mais en plus. Mais quand je montre son travail à des collègues qui, eux, sont bien établis, enfin, qui ont une grosse communauté, justement, je connais quelques dessinateurs qui ont pas mal de fans, et quand je montre le travail de Boki, ils font là, mais c'est qui ce mec? Il sort d'où? Tu vois? Bah oui, Donc je c'est me vrai doute. Hein. Bah, de toute façon, moi j'ai été impressionné dans le sens où je trouve que son style colle parfaitement justement au webtoon parce que c'est ni trop travaillé comme par exemple du manga où vraiment il y a des détails, des gros détails, ni pas assez parce que ça colle parfaitement dans le webtoon. En plus, il a ce style de couleur qui est vraiment particulier, qui colle parfaitement, je trouve, avec justement le fait que les visages soient colorés. De ouais. chaque race, chaque personnage, c'est vraiment, ça donne vraiment un style vraiment très Il très apaisant. je sais pas si tu as vu, il avait fait une première série tout seul, qui s'appelle Queen Pegasus, sur Canvas US. J'ai vu le nom passer dans l'interview du coup que tu avais faite, tu en avais Ouais, parlé, mais je ouais. suis pas allé regarder plus que ça, non. Donc lui, il s'était déjà fait un peu les dents là-dessus. D'accord. Et ça lui a permis de comprendre un peu la narration. Parce qu'à la base, venant de la BD, on a une tendance à mettre des cases côte à côte, tu vois, à penser la mise en page comme ça. On a eu un peu, dans les premiers storyboards, les premiers épisodes de Samurai, on a un peu tâtonné pour la narration. On avait tendance à tasser un peu les cases. Et petit à petit, on s'est remis un peu en question sur comment découper. Aussi, on a eu pas mal de conseils de notre éditeur, Ah, c'est bien ça. Don. Ouais, ouais, il nous suit pas mal, il nous donne pas mal de conseils et tout, donc c'est trop cool. Très bienveillant. Et donc voilà, maintenant on arrive pour la narration, je pense surtout au découpage. Je pense on a à peu près compris pour bien rythmer. Les espacements entre les cases, tu sais, pour faire ressentir le temps qui passe, des choses, Ok. ou des actions saccadées, etc. Il y a plein de petites astuces. C'est super intéressant. Et niveau rythme, parce que du coup, voilà, tu as parlé que c'était vraiment très très long pour faire une bande dessinée de base, ça peut prendre Ouais, 4, 6, 8 mois. Et est-ce ouais. que le fait d'avoir un épisode par semaine, est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce qu'au contraire c'est mieux ou je sais pas? Déjà, moi personnellement, c'est un rythme. C'est quelque chose que je cherchais depuis toujours, que j'ai jamais trouvé dans la BD. C'est-à-dire que j'ai grandi comme beaucoup avec. Mon entrée dans la bande dessinée, ça a été plutôt les comics. L'époque des X-Men par Chris Claremont, qui a inspiré énormément les films X-Men d'ailleurs. Et le côté épisode. Tu as à suivre, tu as des trames qui se suivent, des évolutions de personnages, etc. Après, début des années 90, ça a été l'arrivée d'Akira et de tous les mangas en France. Et puis une chose en amenant une autre, en plus, le développement de ce marché a permis de faire venir plein de séries et de prendre ta claque en termes de narration, quoi, en termes de ce côté narration épistolaire, ça m'a toujours fasciné en fait. Et surtout le côté évolutif des personnages, ça c'est un truc que j'ai adoré avec le manga qu'on n'avait pas dans le comics.
Genre le temps qui passe et tu vois les personnages vieillir et évoluer, disparaître, d'autres les remplacer. Et c'est des choses qui te relient un petit peu dans le réel. Et c'est quelque chose qui n'existait pas trop, enfin je ne trouvais pas dans la BD franco-belge traditionnelle, que je ne trouvais pas dans le comics, qui moi m'intéressait. Mais cette idée de t'as une histoire, t'as une saga, quoi. On appelle ça une saga avec des rebondissements, des hauts et des bas pour les personnages. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et il n'y avait pas le webtoon il y a 20 ans. Tu vois. Ben ça. Et même quand ça a commencé, la première fois que j'ai vu du webtoon, c'était fin des... peut-être 2008, 2009, je sais plus. La Corée était invitée d'honneur. Ils étaient invités d'honneur à Angoulême cette année-là. Et je me rappelle, ils avaient fait un défilé. Il y a eu un défilé de gens en costume traditionnel coréen. Ils avaient une bulle énorme et ils présentaient les premiers webtoons à l'époque. Il y avait je me rappelle, dans la cour de la mairie d'Angoulême, il y avait cette tente avec tous les des BD sur téléphone. Et nous, à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone tactile, quoi. Donc, ah ouais, c'est clair que... Donc, je comprenais pas. J'étais là, mais pourquoi ils regardent ça sur des téléphones? C'est bizarre. Ça me semblait tellement bizarre. J'avais pas du tout compris le délire. Ouais, comme quoi il y a vraiment les trucs en avance. Bah après, c'est arrivé en Europe, du moins, surtout en 2011, grâce à Dailytoon. Ouais, absolument. Mais ça... qui a fait un travail de folie. Ouais, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. On n'a pas entendu parler beaucoup. Ça s'est bien installé quand même. Hein. Oui, je pense que il était dans toute l'Europe, donc je pense que il y a plus d'autres pays qui ont fonctionné, mais on n'entendait pas parler sur tous les toits, quoi. C'est vrai, c'était pas forcément dans les mœurs français, quoi. Mais en plus, lire sur un téléphone, je veux dire, c'est pas très pratique, quoi. C'était impensable à l'époque, on n'avait pas tous. Maintenant, tout le monde a un téléphone comme ça. Oui, c'est clair que c'est beaucoup plus pratique. Même si évidemment on est encore très très attaché au papier, j'espère que ça restera comme ça quand même un peu. Ouais, bien sûr. Parce que je sais qu'en Corée, de ce que j'ai compris, c'est plus beaucoup le cas, quoi. C'est peut-être un peu. Après, nous en France, on a cette relation, je dirais fétichiste avec l'objet papier, la collection. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on a toujours ça. Enfin, ça fait partie de notre culture. Hein. Donc, je ne pense pas que ça disparaisse. On peut imaginer un éditeur un jour qui se dise tiens, je vais faire une anthologie de séries webtoon. De toute façon, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, les webtoons les plus populaires en Corée, ils sont parus en papier, même si, à ce que j'ai compris, de toute façon, en Corée, quand une œuvre est parue en papier, ça va pas augmenter les ventes plus que ça. Alors qu'au contraire, par exemple en France, on a des éditeurs comme Nazca Édition qui sont des bons amis à moi, qui ont pris des web manhwa. Donc c'est on va dire que c'est le webtoon chinois, on peut dire. Ok. Et sauf que c'est pas en vertical, c'est comme une bande dessinée de base, un manga de base, mais en couleur, avec un style particulier. Et ils ont mis ça sur papier en France, voilà. Donc pour l'instant, il y a 2 œuvres sorties chez eux, donc c'est en couleur et c'est en papier. Et ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça marche beaucoup mieux. Ça marche bien. Voilà, et c'est vrai que c'est plus simple étant donné qu'en France, le papier, comme tu dis, c'est encore un bel objet, quelque chose qu'on apprécie. Ouais. Ça permet de démocratiser tout ça. La presse, c'est plus trop ça, mais l'objet, une belle BD, un bel objet, c'est quand même. Ça fait plaisir d'avoir la petite bibliothèque. Ouais. Je ne t'apprends rien. Ah bah ça, il y a pas de souci. T'en avais une belle. Alors ça, c'est celle de mon collègue, mais j'en ai une. Pour l'instant, elle est dans des cartons, malheureusement. Ouais, voilà. Et moi, pareil pour moi. Hein. J'ai tout mis en carton en 2013. Ah ouais, toujours pas. Ah, ça fait mal. Mais ça, en mode nomade. Ah bah oui, de toute façon, j'avais bien compris que tu étais du genre à voyager. Un petit peu, ouais. Et du coup, j'avais une petite question là, parce que du coup, j'ai remarqué qu'à l'épisode 4 de Samurai, on a quelque chose de particulier qui prend place. C'est un rap, voilà. Je t'avoue que ça m'a assez surpris. Déjà que je regarde pas beaucoup de webtoons avec de la musique. Là, je me suis dit, il y a écrit du son. J'ai vu que ça allait partir en rap. J'ai fait, non, ils ont pas fait ça.
Et si, j'ai été assez étonné. Et du coup, comment ça s'est passé? Voilà, d'où l'idée est venue en fait. Donc on a envoyé donc notre étape de travail, c'est moi en fait je travaille la trame narrative, j'ai une arche narrative de la saison complète, en définissant les grandes lignes de l'histoire. Ensuite je travaille épisode par épisode avec des morceaux, des sessions. Et donc il y a cet épisode 4 qui est venu avec cette idée de montrer un peu le quotidien, plus côté Saburo et faire un peu une immersion de cette jeune fille qui vient d'un village de la campagne. Enfin, c'est une provinciale qui débarque dans un monde. C'est quoi ce délire quoi, les mecs ils chantent et tout. Ouais. Et puis aussi parce que moi personnellement j'ai un affect. Enfin je suis très attaché à la culture hip-hop depuis toujours. D'accord. Et j'avais même développé un projet enfin, c'est hors sujet, mais voilà. La culture hip-hop, ça a toujours eu beaucoup d'importance dans ma vie. Et donc ouais, on a fait le storyboard avec Boki. Donc voilà, je lui ai pitché le truc, je lui ai dit voilà, il débarque là-dedans, il y a le clash avec Stinks et tout. Et j'ai même écrit les lyrics, tout ça. C'est la première fois que j'écrivais des lyrics pour un battle, donc je trouvais ça cool. Ça m'a fait plaisir. J'ai assouvi un fantasme, un vieux fantasme. Et toujours dans le délire du monde, parce qu'évidemment ils font plein de références à leur culture. Donc l'idée c'était vraiment d'essayer d'imprégner ça dans l'environnement de ce monde, de ces personnages et de leur rivalité entre. Enfin, ils se traitent, Culis. Les Culis, c'est les humains en fait, parce qu'ils ont la police par rapport aux humains. J'avais même pas discuté. Voilà, il y a plein de particularités. Ouais. Hein? C'est des petites subtilités qu'il faut comprendre dans l'univers et quand tu comprends, c'est vrai qu'on comprendra si le jour où je ferai un lexique. Par exemple, quand tu dis fils de poulpe, ça a une signification particulière parce que dans la culture poulpe, les mères abandonnent leurs enfants, elles n'élèvent pas leurs enfants. Ah, putain. C'est ça que j'aime bien dans cette espèce de cohérence que tu as créée sur l'univers de. Quand tu appelles ça Lakogé, vraiment, on sent que tu as bossé ce truc et ça, c'est ça qui est agréable quand tu commences là-dedans, tu te sens tout de suite immergé là-dedans, c'est très sympa. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est beaucoup de transpiration pour arriver à ça et aussi de la part de Boki pour le mettre en image, quoi. Oui, je me doute, hein. Mais donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé le storyboard à notre éditeur, Don, et lui nous dit ah c'est cool, mais ça serait bien de mettre une bande son et tout. Enfin lui il pensait pas qu'on fasse le rap, mais il disait on pourrait faire musique, une bande quoi. son. Voilà, une petite musique parce qu'on peut faire ça. Sur Webtoon, on peut faire ça. Si vous pouvez mettre une bande son. Alors au départ, Boki pensait faire la première idée, on s'est dit on peut mettre une bande son qu'on trouvera, je sais pas comment. Mais et Boki pensait faire des petites animes, genre le mec il bouge la tête comme ça, enfin, tu vois. Parce que Boki à la base il bosse, il est character designer dans l'animation, il fait un peu d'anime. Tu verras sur sa chaîne YouTube, il a fait pas mal de trucs. Et il est très bon dans ces domaines-là aussi. Donc on se disait, tiens, on va essayer de faire ça, mais après je sais pas s'ils peuvent prendre des sur la plateforme. Mais voilà, des gifs peut-être, mais pas forcément plus. Ouais. Et puis ce qui s'est passé, c'est que à Pune, donc Pune c'est la ville en Inde où je vis depuis 2013. D'accord. J'ai un pote qui s'appelle Jordi. À la base, je l'ai rencontré à une soirée chez moi. J'avais fait une soirée, je sais plus pourquoi, un barbecue. Et donc, c'est une copine qui vient avec lui. Et le mec, on commence à mettre du son. Et le mec, il part en freestyle hip-hop. Et moi, je commence à faire du beatbox.
Et c'était un truc de ouf cette soirée. Il y a un autre mec qui nous rejoint, qui fait du beatbox aussi. Et le mec était trop bon, quoi, en freestyle. Et du coup, on a sympathisé comme ça. Mais super timide, il parlait pas trop et tout ça. Et je sais pas, je pense à lui, je me dis, tiens, il faudrait que je lui demande et tout. Et du coup, parce que je me dis, tiens, bah, pourquoi pas le chanter, quoi. Donc je le contacte, je lui dis, t'aimes bien la BD? Et il me fait, ouais, j'adore et tout. Enfin, ouais, on prend des nouvelles, comment ça va, machin. Donc lui, il était confiné parce que c'était pendant le confinement. Donc en Inde, c'était assez hardcore. Et donc il était toujours là-bas, confiné là-bas et tout, dans son petit appart. Et là, il me dit, bah, je lui explique le truc. Et il me dit, ah ouais, carrément, mais c'est trop bien. Mais lui, il pouvait faire juste le chant. Et donc là, j'étais encore en train de réfléchir comment on peut avoir la musique. Et le lendemain matin, je reçois un message sur Messenger d'un pote, un mec que j'ai rencontré à Pune aussi, avec qui je suis en contact. Mais lui, c'est un mec de Paris. Et il est beatmaker, enfin musicien, il fait de l'électro, il fait plein de styles. Et c'était en plein confinement, et le mec m'envoie un message, mais un message genre type qu'il envoyait à tous ses contacts, en disant « on se fait tellement chier pendant le confinement qu'avec mon pote DJ, on a fait plein de morceaux. Et si vous voulez les utiliser pour vos trucs, n'hésitez pas, comme ça fait parler de nous et tout. » Oh, comme par hasard. C'était énorme. Du coup, je lui réponds, et je lui explique le truc et tout. Et il était comme un ouf, il fait « Ouais, mais carrément, vas-y, envoie-nous, on va composer exprès. » Et genre, le lendemain, on avait 10 tracks. Les mecs, ils avaient bossé toute la nuit pour faire Mais c'était ouf. Et du coup, avec Jordi, on a choisi la track. Et lui, après, chez lui, il avait aucun matériel pour enregistrer, donc il s'est bricolé un truc avec un Tupperware, il a fait des trous dedans, c'était complètement apocalyptique. Il a fait les 2 voix. Ah, c'est lui qui a fait les 2 voix? Mais ouais, mais c'est écrit, en fait, si tu regardes dans les crédits, j'ai crédité précisément qui a fait quoi, et donc lui, il a fait les 2 voix, et il avait fait plusieurs prises, avec son téléphone, un micro qu'il a emprunté à un pote, et puis son Tupperware percé pour faire caisse de résonance, je sais pas. Et ça rend bien, c'est fou. Et après, on a envoyé tout ça. Alors, il s'est coordonné avec le musicien, pote musicien. Et donc, qui lui a fait, en fait, après, ils ont compilé la voix, les sons, rajouté la foule. Ça, c'était un truc sur lequel on a discuté à la fin. J'ai envoyé quelques exemples de battle où il y a toujours la foule qui... Bah, tu vois, quand les mecs disent un truc un peu fort, t'as la foule... Ouais. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ces battles, quoi. Une espèce d'osmose de la foule avec les mecs qui s'affrontent. Et donc voilà, ça s'est fait sur la suggestion en fait de l'éditeur qui nous dit tiens, ça serait bien de faire ça. Bah ouais. Bah nous on revient 2 semaines plus tard avec un track et il était là mais c'est génial. Bah je sais pas si ça a déjà été fait en fait. Je pense pas, non. Ouais, c'est fou. Je pense pas. Et du coup moi ça me donne très envie. En fait j'ai dans l'univers de la Kojé, j'avais il y a quelques années, avec d'autres musiciens, j'avais envie de faire une espèce de groupe fictif qui s'appelait les Black Oil Pulp. Donc avec un membre de chaque communauté, et Nori en faisait partie déjà à l'époque. Donc, je te dis ça, c'était il y a 10 ans. Ah ouais. Et le truc, c'est jamais fait, mais du coup, je me dis, ça pourrait être mortel de faire une série webtoon sur la création d'un groupe, et je sais pas, tous les 4 ou 5 épisodes, t'as un track original qu'on va vraiment produire, quoi. Bah, c'est un peu... Enfin, je sais que souvent, on se dit, les animés, c'est mieux, parce que les mangas, voilà, t'as pas la musique, t'as pas l'ambiance, etc. Mais si on peut mêler ça, voilà, du webtoon avec la musique, déjà, on arrive à avoir une ambiance... c'est vraiment particulière et c'est ouais. Franchement
Non, mais en plus, tu peux... je me dis, ça peut être intéressant de produire justement ces morceaux spécifiquement pour une série. Tu racontes une histoire, en même temps, tu as ces morceaux qui sont produits. Et derrière, tu peux avoir le CD, si les gens aiment bien la musique. Et pourquoi pas faire des concerts, genre en mode Gorillaz, tu vois. Un groupe fictif. Et, mais moi, ça c'est un truc qui me... Ça donne envie. J'ai très envie de... Si c'est possible de faire ça à un moment donné, on verra, ça dépendra du succès de Samurai et de ce qu'il nous est possible de faire à l'avenir. Mais si le succès est au rendez-vous, qu'on arrive à bien installer la série en France et pourquoi pas à l'étranger, si c'est pris par les plateformes, notamment aux États-Unis, ça pourrait être pas mal. Dans ce cas-là, ouais, tout est possible. Hein. Ouais, et après, ça demandera plus d'investissement, quoi. Mais c'est bien, franchement, c'est bien de voir des auteurs qui étaient dans le monde de la bande dessinée franco-belge arriver chez Webtoon comme ça, ça fait plaisir, quoi. Et puis ça peut donner envie à d'autres personnes. C'est vrai que voilà, il y a encore de la place, je pense. Carrément. Et là, je te dis, l'opération Canva, ça a ramené des talents incroyables. Moi, j'étais scié de voir certaines séries, alors que Webtoon avait du mal à trouver, il galérait un peu pour trouver des auteurs qui soient prêts à venir sur ce support. Et là, grâce à cette opération, je pense qu'ils ont trouvé pas mal d'auteurs et d'autrices vraiment motivés pour changer le game. C'est ça. Bah écoute, on espère en tout cas. Moi, j'espère pouvoir présenter beaucoup plus de webtoons français. Il y en a beaucoup. Si t'as pas vu ce qui a été fait sur Canva, je t'invite à jeter un œil. Ah bah je vais le faire déjà parce que voilà. Déjà quand tu m'as envoyé ton webtoon, par curiosité, je me suis dit quand même je vais aller voir. Bon après j'ai vu les dessins, tout de suite je me suis dit bon c'est du sérieux, je vais aller voir plus loin. Et c'est vrai que déjà rien que cet univers, moi j'aime beaucoup le fait justement que ça soit une saga, que ça soit un univers où tu as eu un préquel, où tu as vraiment qu'il soit cohérent. J'aime beaucoup aller de support en support pour connaître chaque background d'un personnage, chaque bagage, chaque personnage. Enfin c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et c'est vrai que ça donne envie quoi. C'est construit, c'est complet quoi. C'est cool. C'est appréciable. J'espère qu'on va continuer à te donner envie pour longtemps. Écoute, au moins jusqu'à l'épisode 54. Voilà, donc 54, c'est la première saison. Saison 1, 54 épisodes. Voilà, notre premier contrat. Et du coup, ça dépendra des vues, des lecteurs. Ouais, alors pour nous permettre de continuer, vraiment de bien se développer en tant qu'auteur webtoon, vu que c'est gratuit, ce que les lecteurs doivent faire, c'est appuyer sur le petit cœur à la fin de l'épisode, s'ils aiment bien l'épisode, évidemment. Faire un commentaire, c'est encore mieux. Noter la série, il y a un système d'étoiles avec... tu peux noter de 1 à 10. Donc mettre une grosse note, c'est cool. Partager aussi la série. Donc toutes ces actions en fait avec les épisodes et la série, c'est pris en compte dans leur algorithme, je suppose, qui permet de te faire monter dans le classement des séries. D'accord. Et nous pour l'instant on n'est pas très bien classé parce qu'on a une activité constante mais qui est pas explosive. Leur classement, c'est quand, par exemple, la série qui est sortie il y a 2 jours, en 24 heures, ils ont 15 000 abonnés. Les mecs, ils sont arrivés dans le top 10. Directement. Et leur série, elle est propre. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et ça colle bien à ce que recherche le gros de l'audience. Après, ce qui est chouette, c'est que je vois beaucoup de commentaires ou de gens qui, naturellement, n'allaient pas... vers notre série, ils ont essayé et ils font « Ah là, je suis très surpris, en fait, c'est bien et tout. » Mais le fait que ça soit accessible comme ça sur le site Webtoon, le fait que ça soit gratuit, ça donne vraiment envie de cliquer, d'essayer en fait. Moi, je sais que beaucoup de Webtoon, ça me donnait pas trop envie dans le sens où on s'est habitué dans l'univers du manga à vouloir des dessins de plus en plus propres
Et le webtoon, c'est pas du tout cette philosophie. On est plus, oui, il y a des choses qui donnent pas forcément. Ouais, on est plus sur une ambiance. Mais c'est vrai que il y a certains webtoons, il suffit d'un épisode pour qu'on soit happé dans le truc et vraiment on se rend pas compte et on enchaîne les épisodes et c'est vrai que c'est pas mal ça. C'est bien c'est facile de découvrir des séries quoi. Et ça en termes de travail, de narration, moi personnellement j'adore travailler comme ça, le côté épistolaire, moi je peux en parler. C'est une révélation. Ouais, bah c'est bien ça Comme quoi, les opportunités, faut les prendre à chaque fois. Oui. Mais en tout cas, je te remercie pour cette interview. Écoute, ça tombe très bien, je viens de recevoir un SMS. On arrive dans 5 minutes. Eh bien, impeccable. Voilà.